Bonjour, bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, quelqu'un, Ayour Wadan. Iskcha, c'est du berbère? Mohamed Mehdi, bonjour. Salim Amjahdi, bonjour. Memen Janati, je crois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles têtes, non? Nouar, bon, je vois pas de loin. Pas grave. Fares Gump. Shalom, Shalom David. Belamine Bouchaïb. Bonjour. Anas Boucheir. Bonjour. Mohamed Agouzoul. Là, j'ai l'impression que c'est Amazigh, non? Shehrazad Mohamed. Romain Morand. Bonjour. Rachid Boulawan. Ah, Boulawan, c'est comme le vin, hein? Karim Driss Loukili. Bonjour Khalil, Shalom, Ahmed Touzani, bonsoir. Eh ben, nous allons pouvoir commencer, je crois, non? On va attendre encore une petite minute. Alors, Ayour Wadan, il me dit, ouais, pour ne pas militer contre le sionisme pardon? Pour ne pas militer contre le sionisme pendant ta jeunesse. Tu trouves pas que c'est trop tard vu que t'es plus âgé? Ah oui, c'est trop tard. Forrest Gump. Que des... Alors, ah bonjour Bouchra de Montréal. C'est très sympa de me suivre à Montréal. Très très sympa. Alors, Bilal Klotz, bonsoir. Houssem Meidi, bonsoir. Salut avec plein de points d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Nejouin Youngblot. La veste bavarienne, c'est de la provoque? Ah ben ça, hein, c'est à vous d'interpréter, hein. Alors, Zaya, elle m'envoie un bonjour de Montréal. Ah ben c'est merveilleux. Hamza, bonsoir. Boubouche, un grand merci pour mon travail. Je fais ça avec grand plaisir. Alors, Ayo, je comprends pas vraiment. Je voulais dire pourquoi ne pas militer, je comprends pas. Mais enfin, ça vous manque le Mélin? Oui et non. Enfin, oui et non. Pourriez-vous nous commenter brièvement ce qui concerne passer au Maroc le limogeage de Ben Kiran? Vous avez une veste autrichienne, exactement. Je dirais même, je sais pas si on l'appelle autrichienne, bavaroise, non? Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose au début, je le redirai à la fin. Dorénavant, le dialogue que je ferai avec vous, alors
je vous demanderai, je partirai de deux choses. Un, l'actualité, et deux, ce que vous me suggérerez. C'est-à-dire, voilà, vous me poserez vous m'enverrez vos suggestions, et puis, en fonction de l'actualité, et puis chaque session aura un thème. Voilà. Par exemple, ce soir, c'est la Syrie et Israël. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez important. Merci Zahia, oui, je l'ai mis pour vous. Donc voilà, vous savez qu'il y a 3-4 jours, l'aviation israélienne a bombardé la Syrie. Bon. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel. D'abord, pour la première fois, à ma connaissance, l'armée syrienne a réagi. C'est-à-dire, elle a envoyé, je sais pas, 2 ou 3 missiles anti-aériens. Qui, évidemment, enfin, qui n'ont pas touché les avions israéliens, et je crois que la Syrie n'avait pas du tout l'intention de le faire, même si elle en avait les moyens. Deuxièmement, pour la première fois, Israël a reconnu, oui, effectivement, on a bombardé la Syrie, on a bombardé un convoi qui transportait des armes pour le Hezbollah. Bon, ça c'est un prétexte. Parce qu'en fait, Israël bombarde la Syrie comme il veut, quand il veut. Et je vais vous donner un exemple. En 2007, ça remonte un peu loin, mais c'est une illustration quand même, la meilleure illustration. Et alors que la Syrie n'était pas encore détruite quasiment, enfin, disons, par la guerre civile, l'aviation sioniste a bombardé un bâtiment en Syrie. Bon, on ne sait pas ce que c'était. Est-ce que c'était un truc nucléaire? Est-ce que c'était une base militaire? Enfin, on ne sait pas. Comme Israël n'avait rien dit et comme les Syriens non plus n'ont rien dit, donc les spéculations ont continué. Voilà. Et en fait, comment dire, Israël s'affirme. C'est un message qu'Israël envoie à la Syrie pour dire nous sommes les maîtres de la région. Voilà. Et nous bombardons quand on a envie. Et si vous n'êtes pas content, eh ben, c'est le même prix. C'est-à-dire, si vous réagissez, la punition sera encore plus forte. Bien. Donc, évidemment, c'est un prétexte, les armes pour le Hezbollah. C'est possible, mais ça peut être aussi autre chose. Par exemple, Israël peut bombarder la Syrie pour aider le Daesh, pour aider l'État islamique. Pour que l'armée syrienne, par exemple, si elle prend un avantage militaire, l'aviation sioniste bombarde les positions de l'armée syrienne. En fait, et puis il y a aussi quelque chose, c'est que pour la première fois aussi, le ministère des Affaires étrangères russe a convoqué l'ambassadeur israélien pour lui dire, enfin voilà, quand on convoque un ambassadeur, on lui dit, écoutez, c'est quoi ce bombardement, pourquoi, etc. Et en fait, pour finir, c'est-à-dire pour compléter cette histoire du bombardement, les Syriens peut-être disposent, vous savez, les Russes ont toujours voulu vendre, oui, j'en parle, Hamza, j'en parle. Les Russes se sont engagés à vendre des missiles S-300 à l'Iran et à la Syrie. Ce sont des missiles capables d'abattre un avion, même israélien, enfin, je veux dire, un avion de dernier cri. Mais les Russes, ça montre déjà que ils ne font pas ce qu'ils veulent. Enfin, en tout cas,
les Israéliens ont fait retarder la livraison des missiles S-300 à l'Iran pendant des années et des années. Alors, est-ce que l'Iran les a reçus récemment? Peut-être. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de propagande, de rumeurs autour de cette question. Mais enfin, toujours est-il que tout le temps, pendant des années, Israël a fait pression sur la Russie pour qu'elle ne livre pas ses missiles déjà payés par l'Iran. Bon, la Russie avait dit que elle allait vendre ses armes à la Syrie. Mais c'est quasiment une déclaration de guerre à Israël, parce que si la Syrie abat un seul avion sioniste, on imagine déjà les réactions de l'aviation israélienne. Enfin, il détruirait ce qu'il y a déjà, ce qui reste en Syrie. Donc, il est probable que la Russie, même si elle a vendu ses missiles à la Syrie, et si elle les a donnés, il est possible que leur emploi, leur utilisation, est conditionné au feu vert de la Russie. Vous savez, la Russie, elle joue une carte importante en Syrie. C'est-à-dire, c'est quasiment au Proche-Orient. L'époque, l'URSS avait beaucoup de positions importantes au Proche-Orient. Il y avait l'Égypte de Nasser, il y avait l'Irak, il y avait Kadhafi, etc. Et aujourd'hui, il ne leur reste plus que la Syrie, où ils ont une base, Tartous, je crois, enfin un port, voilà. Et donc, la Russie doit se méfier beaucoup de la réaction israélienne. Vous savez qu'entre la Russie et Israël, il y a beaucoup plus de rencontres au sommet qu'entre Israël et l'Amérique. Quand on suit l'actualité israélienne, c'est pratiquement tous les 3 mois, il y a le premier ministre israélien ou le président de l'État qui se rend à Moscou. Donc il y a vraiment des contacts très rapprochés au plus haut niveau, parce que c'est un jeu délicat qui se fait sur la Syrie. Il est probable que Israël dit à la Russie que pour Israël, la Syrie doit rester plus ou moins sous son contrôle. Voilà. C'est-à-dire que il ne permettra pas à la Syrie de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire de fournir les armes qu'elle veut au Hezbollah, etc. Et la Russie est obligée d'accepter ce deal. Parce qu'elle sait très bien que Israël est capable de lui jouer un sale tour en Syrie, de faux attentats, etc., qui fragiliserait sa position. Donc, c'est un jeu de grande puissance. Vous savez, il faut considérer Israël, par rapport à la Syrie, comme un État qui dispose de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas menacer vraiment Israël comme il pourrait menacer n'importe quel autre pays. Parce qu'Israël dispose de centaines d'ogives nucléaires. C'est ce qu'on appelle, c'est un peu la dissuasion nucléaire à la manière française. C'est-à-dire, la France dispose du 10e ou le 20e des missiles, ou le 30e russe, mais elle n'a pas besoin de posséder autant. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir les moyens de causer des dégâts suffisants pour dissuader l'adversaire d'utiliser l'arme nucléaire. Et Israël possède cette dissuasion. Donc, ils sont à égalité. Ils sont à égalité sur le plan de la dissuasion nucléaire et sur le champ de bataille local. Je dis bien sur le champ de bataille local, je ne parle pas du rapport de force global. Mais sur le champ de bataille local, Israël est probablement à une supériorité sur la Russie. L'aviation, et surtout, c'est pas pour un combat, mais disons,
les manipulations de groupes armés, les attentats sous faux drapeau, etc. Donc ce sont deux adversaires qui se respectent et donc en même temps la Russie est obligée de laisser une marge de manœuvre à Israël sur la Syrie. Depuis la création d'Israël en 1948, Israël a tout fait pour prendre le Golan. J'ai mis une carte exprès qui montre l'importance du Golan. Alors l'importance, elle est à deux niveaux. Vous remarquerez sur la carte que toutes les ressources hydrauliques du Nord étaient partagées entre la Syrie et Israël. Et même le lac de Tibériade, la Syrie avait un accès direct au lac de Tibériade jusqu'en 1967. Donc c'était la bataille des ressources hydrauliques. Et avant 1967, il y avait beaucoup d'escarmouches. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les Syriens voulaient, par exemple, faire des travaux pour prendre l'eau qui arrive du nord, vous regarderez la carte, les Israéliens bombardaient, empêchaient ces travaux. Donc en fait, c'était déjà la guerre, c'était des escarmouches presque quotidiennes. Je me souviens que Moshe Dayan, je ne sais pas si vous avez un souvenir de ce général Borgne, qui avait un bandeau sur un œil, et quand il avait écrit ses mémoires, je me souviens avoir lu des extraits dans Le Monde, au début des années 70, où il disait que Israël provoquait tout le temps les Syriens, avant la guerre de 67. C'est-à-dire, il demandait à des tracteurs de franchir la frontière. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et les Syriens ne répondaient pas. À un moment donné, ils répondaient, et là, l'aviation israélienne, Israël a toujours eu une supériorité technologique sur la Syrie et l'Égypte, au point de vue de l'aviation. C'est un fait, et ça n'a pas changé. Et donc, Israël profitait de cette supériorité pour créer des tensions avec la Syrie. Il est probable que toutes ces tensions ont amené à la guerre de 67. Deuxièmement, donc aujourd'hui, Israël contrôle toutes les ressources hydrauliques du Nord. Voilà, si vous regardez bien la carte. Donc, ça, c'est une victoire, c'est un avantage extraordinaire pour Israël. Deuxièmement, le Golan se trouve sur des hauteurs. Et donc, en fait, aujourd'hui, la guerre de 67 a été minutieusement préparée. Il y avait un espion très fameux qui s'appelle Eli Cohen et qui a été envoyé par Israël au début des années 60 avec une fausse identité argentine, un arabe qui avait soi-disant s'était exilé à Buenos Aires et était revenu dans son pays. Et il a réussi à pénétrer dans les cercles militaires syriens. Et il avait envoyé des cartes détaillées sur les emplacements, sur la géographie, etc. Et il avait réussi vraiment à tout donner sur le Golan, ce qui a facilité la conquête du Golan en 1967. Il a été découvert en 1966 et pendu, voilà, par les Syriens. Et les Syriens n'ont jamais rendu le corps. Donc, Israël a toujours eu des velléités de conquête territoriale. Bon, je vous ai parlé du sud Liban, qu'Israël n'a pas réussi à conserver grâce au Hezbollah.
Mais le Golan, je ne vois pas comment la Syrie peut les récupérer. À mon avis, le Golan est foutu. C'est-à-dire, enfin, d'abord, il a été annexé en 1981. Vous remarquerez une chose, le Golan n'est jamais cité dans les médias. Bah, si, est-ce que, je sais pas, si vous connaissez des médias, je parle des médias mainstream, ça veut dire les grands médias, la télé, Le Monde, Libération, etc. C'est comme une affaire entendue. C'est-à-dire Israël a annexé, enfin annexé, c'est-à-dire, oui, par une loi israélienne, a annexé un territoire conquis par la force. Vous savez ce qui est arrivé à la Russie quand la Russie a récupéré la Crimée. Parce que, vous savez, la Crimée, c'était un territoire russe qui a été... la Crimée était un territoire russe. Ça a toujours été un territoire russe. En 1954, Khrouchtchev, c'était le dirigeant communiste à l'époque. Le dirigeant, on l'appelait, c'était le secrétaire général du Parti communiste. C'est l'équivalent du président, quoi. Il a rattaché l'Ukraine administrativement parlant, et il a rattaché la Crimée à l'Ukraine. C'était une décision administrative. À l'époque, l'URSS n'imaginait pas que l'Ukraine allait se détacher. Je veux dire, c'était pour eux, ça y est, c'était pour la vie. Donc il leur a dit, bon voilà, la Crimée est à côté, donc vous allez la rattacher on va la rattacher à l'Ukraine. Voilà. Et pour la Russie, c'est une question de vie ou de mort, parce que la Crimée, c'est la base navale de la Russie. C'est son poumon du point de vue de la marine militaire et marchande vers le détroit de Bosphore, vers la Méditerranée, enfin vers les mers chaudes, comme on dit. Et c'est pour cela que l'Occident, comme ils veulent attaquer la Russie de manière incroyable, c'est-à-dire ils ont mis la question de la Crimée comme si c'était une question très très sensible, d'une importance capitale. D'ailleurs, il y a des sanctions qui étaient prises contre la Russie parce que elle a repris la Crimée. Mais pour l'Occident, c'est une annexion illégitime, alors que la Russie a organisé un référendum en Crimée et plus de 90%, 95% ont voté pour le rattachement à la Russie. C'est vous dire la différence de traitement entre la Russie depuis 2-3 ans. Il n'y a que ça dans les médias quand on parle de la Russie. Par contre, Israël, qui a conquis par la force le Golan en 1967, ça date bien, qu'il a annexé, c'est-à-dire elle a dit, voilà, la communauté internationale, j'en ai rien à fiche, le Golan c'est à moi et j'y reste. Et donc je l'annexe par une loi israélienne, il est devenu israélien. Bon. Et comment dire, la communauté internationale, si vous voulez, l'Occident, les médias occidentaux, on ne relève jamais ou quasiment jamais cette question. On parle de la Cisjordanie un petit peu, mais le Golan, c'est comme s'il est passé par perte et profit. C'est fini, voilà. Et d'ailleurs, Israël a poussé même le culot jusqu'à demander à Trump de qu'on reconnaisse, après tout, voilà, que le Golan, il est israélien et on ne peut pas le rendre. Voilà, de toutes les façons, on ne peut pas le rendre. La Syrie, elle est dans une position, enfin, vous savez, non, le Golan n'est pas occupé par les rebelles. Je réponds à Selma.
Écoutez, vous savez, les Israéliens se glorifient d'une chose. En général, ils aiment bien étaler leur puissance. Et malheureusement, enfin, c'est tristement vrai. Les Israéliens aiment dire que la frontière avec la Syrie a été la frontière la plus tranquille pendant 40 ans. Il n'y a pas eu un seul coup de feu qui a été tiré. Voilà. Parce que la Syrie de Assad, père et fils, connaît le rapport de force. Voilà. Ils savent que les Israéliens n'attendent que le prétexte pour faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ils ont la possibilité, malheureusement, les Israéliens, ils disposent de la suprématie aérienne. Et quand on a la suprématie aérienne, les combats au sol deviennent beaucoup plus faciles. D'ailleurs, les victoires israéliennes de 67 et 73 ont été acquises grâce à la suprématie aérienne. Enfin, surtout celle de 67. Et donc, la Syrie, bon, vous savez, il y a des réalités qui sont tristes à dire, mais malheureusement, il faut les dire. J'ai toujours dit que tous les pays arabes sont tenus en laisse par Israël. Sauf que la Syrie, la laisse de la Syrie est un peu plus longue. Voilà. C'est-à-dire que Israël lui laisse un peu plus de jeu. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, quand ça lui chante à Israël, Israël bombarde une installation militaire, enfin ce qu'il veut en Syrie, et il l'a toujours fait régulièrement, même avant la guerre civile. Et la Syrie n'a jamais bronché. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, si vous faites attention, cette fois-ci, elle a tiré un missile ou deux. Mais à mon avis, c'est ce qu'on appelle un baroud d'honneur. C'est-à-dire, on tire un missile pour sauver les apparences. Parce que, certainement pas pour toucher l'avion. Ils n'en ont pas les moyens, même si les Syriens, paraît-il, ont dit que ils ont abattu un avion, mais enfin, bon, ça m'étonnerait. Et donc, voilà, la Syrie, à un moment donné, peut-être se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut sauver l'honneur. Donc, ils ont tiré un missile ou deux, mais qui n'ont pas touché, c'est évident. Et le rapport de force est tel, bien sûr, le régime syrien avait une marge de manœuvre. Non, Israël ne fait pas partie de l'OTAN. Voilà, pour répondre tout de suite à... Mais ils ont comment dire, Israël a des accords particuliers avec l'OTAN. Voilà. Mais il ne fait pas partie de l'OTAN, juridiquement parlant. Voilà. Et donc, il y a... malheureusement, on est arrivé à un système, à un rapport de force tel aujourd'hui que tous les pays arabes, qu'ils le veuillent ou non, d'une façon ou d'une autre, se sont inclinés devant la puissance israélienne. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même plus à combattre Israël. Ils ne cherchent même plus, comment dire, à combattre ou à résister, à faire des choses qui puissent gêner l'expansion israélienne, etc. Sauf en parole, mais en parole, ça compte pas. Et voilà, c'est ça bon, c'est vrai, en 2012 ou 2013, moi j'avais écrit un papier qui s'appelle Bachar el-Assad aurait pu devenir le Salah digne de l'ère moderne. Il avait une occasion extraordinaire, mais c'est ça la faiblesse, comment dire, aujourd'hui, enfin, la faiblesse intrinsèque, la faiblesse qui frappe, la faiblesse qui frappe les pays arabes, les sociétés arabes, les dirigeants arabes. Pourquoi? Parce que, au départ,
les pays arabes sont gouvernés par des castes illégitimes. Et que l'Occident a toujours, comment dire, à respecter, c'est-à-dire l'Occident s'est toujours bien entendu avec ces castes illégitimes, ces dictateurs, comme Moubarak, comme Ben Ali, comme Hassan II, ou M6, etc., ou comme les généraux algériens, enfin tous, ou les rois telés du Golfe. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de les gérer. Ces castes, quel est leur intérêt? Leur intérêt, c'est de perdurer dans le pouvoir et de garder et de ramasser les privilèges. Ils ont des comptes en banque, enfin des comptes en banque par milliards. Hein. Ils ont des immeubles. Ils ont le droit de se défendre. Vous parlez de qui seulement? Donc ils ont des immeubles, ils ont des comptes en banque, ils ont des villas, etc., etc. Et c'est un moyen de pression énorme. C'est-à-dire que l'Occident, il peut très bien dire au roi telé d'Arabie ou du Qatar, enfin, ou aux généraux algériens, enfin n'importe qui, enfin voilà, on gèle vos avoirs parce que c'est de l'argent mal acquis, c'est de l'argent de dictateurs, voilà. Par exemple, enfin. Et donc en fait, c'est ça le drame des sociétés arabes, des pays arabes, c'est que elles sont gouvernées par des castes qui n'ont pas de légitimité. Quand un gouvernement est légitime, il peut s'appuyer sur le peuple pour mener un combat contre l'occupant, contre Israël, contre le sionisme, etc. Mais ces gouvernements n'ont pas de légitimité. Et donc moi j'avais écrit un papier en 2012. Oui, Selma, les Syriens ont le droit de se défendre. Mais est-ce qu'ils en ont la capacité? Voilà. Vous savez, pour Assad, si je résiste, je reçois 10 fois plus de coups. Voilà. Alors, ils connaissent le rapport de force. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Et les Israéliens, ils n'attendent que ça pour taper. Vous savez, il y avait une phrase très célèbre que les militaires israéliens disaient toujours. Nous ramènerons la Syrie à l'âge de pierre. D'ailleurs, ils réussissent. Enfin, ils sont en train de réussir. Mais d'une autre manière, voilà. Donc, moi, j'avais publié ce papier en 2012 ou 2013 qu'on peut retrouver sur mon blog en disant que Bachar al-Assad aurait pu devenir le Saladin de l'ère moderne. Et c'est là la faiblesse, le mot que je cherchais, la faiblesse congénitale des Arabes. C'est ça, c'est dramatique d'arriver ils sont dans un état de faiblesse congénitale. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas y échapper, peut-être dans 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce moment et à court terme, je ne vois pas comment ils pourraient le faire. Et je disais ceci, c'est que si le régime syrien s'était dit, ok, l'Occident il a acheté des dizaines de milliers de mercenaires pour nous détruire, et ils vont y arriver, parce que en fait, c'est pas une révolte populaire qu'il y a en Syrie. Les révoltes populaires, on les a vues en Égypte et en Tunisie. Bon, là, c'est vraiment des groupes armés de dizaines de milliers de personnes qui venaient de Turquie, d'Arabie Saoudite, etc., pour semer la terreur en Syrie et contre le régime. Et Assad aurait pu, enfin, en tout cas c'était ma vision, aurait pu se dire, très bien, je suis attaqué par l'Occident et derrière il y a Israël, donc je lance des dizaines de milliers de missiles sur Tel Aviv. Voilà. Des dizaines de milliers de missiles sur Tel Aviv et la région. Il aurait détruit le potentiel économique, financier, culturel, militaire, parce que à Tel Aviv, il y a ce qu'on appelle
un quartier qui s'appelle le quartier, la Kiria. C'est-à-dire, il y a tout l'état-major israélien, tous les services de renseignement. Bien sûr, il y en a d'autres, mais enfin, le gros de l'état-major israélien est là. Quelle aurait été la réponse d'Israël? Bon, d'abord, alors attendez, il aurait envoyé ses missiles en quelques jours sur Tel Aviv. Deuxièmement, il avait encore une armée extraordinaire de 300 000 ou 400 000 personnes. Il les aurait envoyés en commando de 50, 100 à travers la Cisjordanie, à travers le Golan. Et lui, il se serait réfugié dans la montagne. Et ceux qui l'attaquaient, ils n'auraient jamais, comment dire, combattu aux côtés des Israéliens contre le régime syrien. Les Arabes ne pourraient jamais faire une chose pareille. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je pense, voilà, c'est ça le drame. Les sionistes l'auraient fait. Voilà. C'est-à-dire les sionistes sont des gens capables de tout. Voilà. Ça veut dire du dernier sacrifice. Voilà. Assad et sa clique et sa caste voulaient garder leur palais, leur villa, leur fric, etc. Et donc ils se disaient, bon, finalement, on va tenir. Et puis ils ont peur d'Israël. C'est-à-dire que c'est vrai que les Arabes, ils ont une terreur. Quand on prononce le mot Mossad devant eux, enfin, je ne parle pas des gens comme vous et moi, mais des dirigeants, etc., ils ont une terreur, voilà. C'est un fait, voilà. Donc ils préfèrent, en fait, c'est comme l'autocensure. Ils se disent, il vaut mieux ne pas, comment dire, il vaut mieux ne pas chatouiller les moustaches du tigre. Alors, donc, Samia me demande, donc Israël est intouchable. Non, il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir le faire, il faut savoir comment le faire, il faut avoir le courage de le faire. C'est pas Israël n'est pas intouchable, mais il faut avoir voilà, il faut savoir, il faut pouvoir le faire. Et donc, voilà, le drame de la Syrie, on le voit dans ces attaques successives, parce que, en fait, quand on suit l'actualité, c'est terrible comme la Syrie est bombardée régulièrement par l'aviation, enfin, pas tous les jours, mais enfin suffisamment pour... alors, quel est l'objectif de l'attaque récente? Justement, on ne sait pas. C'est-à-dire, enfin, on ne sait pas. Il est possible, enfin, en tout cas, il y a ce que disent les Israéliens, c'est-à-dire, l'Iran envoie des armes sophistiquées au Hezbollah qui passent par la Syrie, et donc nous, on détruit ces armes. Bon, ça, c'est le truc officiel. Enfin, même ça, ils ne devraient pas le faire, mais enfin, bon, ils le font quand même. De toute façon, il n'y a personne qui leur dit quoi que ce soit. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent bombarder... par exemple, quand il y a... Imaginez, enfin, c'est arrivé, hein, il y a la guerre civile en Syrie, il y a un obus qui tombe à 10 mètres sur le Golan, annexé par Israël. Il y a un obus qui tombe à 10 mètres. Il n'a fait ni dégâts, il n'a blessé personne. Tout de suite, l'aviation israélienne va détruire un truc syrien. Une base, des tanks, je ne sais pas. C'est une façon... Quel est l'objectif? D'abord, l'objectif, c'est de réduire la puissance syrienne et du Hezbollah en Syrie. En particulier du Hezbollah, peut-être iranienne, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, ils avaient tiré sur un véhicule où il y avait un général iranien. Et c'est une façon de dire à la Syrie et aux autres, et au monde arabe, et au monde entier, nous sommes les maîtres de la région. Voilà. Et c'est un message peut-être aussi à la Russie. C'est-à-dire, c'est notre chasse gardée. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et en fait,
les Israéliens, aujourd'hui, depuis quelque temps, sont dans un tel rapport de puissance. Ils se sentent pousser des ailes. C'est-à-dire, ils se pensent invulnérables et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 2-3 jours, même sur le plan diplomatique, l'ONU a toujours condamné les exactions israéliennes en Cisjordanie, l'occupation, au moins formellement, voilà. Formellement, ils condamnent l'occupation, la colonisation, etc. Or, il y a 2-3 jours, il y a une sous-commission qui a publié un rapport disant que vis-à-vis des Palestiniens de Cisjordanie, Israël mène une politique d'apartheid. C'est la moindre des choses, enfin, je veux dire, bon. Eh bien, Israël est monté au créneau et avec l'aide des États-Unis, le secrétaire général de l'ONU a eu tellement la trouille qu'il a retiré le rapport et il a dit non, 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 ce rapport ne passera pas. Et il a dit à la dame, enfin, j'ai oublié son nom, mais il a dit à la haut fonctionnaire qui avait écrit le rapport, il a dit il faut le changer. Et la dame lui a dit je démissionne. Enfin, ça c'est courageux. Mais pour dire, aujourd'hui, même l'ONU ne peut pas adopter une résolution contre l'occupation. C'est incroyable, enfin, je veux dire, la puissance israélienne aujourd'hui est fascinante. Fascinante dans le sens où, voilà. Et même les résolutions, par exemple, vous savez qu'en 1973, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté une position assimilant le sionisme au racisme. Bien. Et il y a quelques années, l'Assemblée générale est revenue sur sa décision. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, en plus, bon, il y a l'Amérique de Trump derrière, qui leur dit attention, le moindre maintenant résolution sur Israël, on vous coupe les vivres. Et l'ONU, enfin, avec leur secrétaire général actuel, de toute façon, ça a toujours été comme ça, mais bon. Mais aujourd'hui, avec le secrétaire général actuel, c'est encore pire. C'est-à-dire, ils baissent leurs pantalons, quasiment textuellement. Voilà, la puissance d'Israël passe par les banques et seuls les pays... oui, bien. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de la question. Je vous rappelle aussi ceci, c'est que il y a un silence terrible sur le Golan. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme si la question ne se posait pas, voilà, ne se posait plus. Ah, et donc, c'est un territoire annexé depuis 81 qui est colonisé, enfin, je veux dire, il est devenu territoire israélien avec des industries. Il y a même un vin, il y a beaucoup de marques de vin, de la vigne, qui sont produites sur le Golan et qui sont vendues dans le monde entier. Et voilà, en toute connaissance de cause, il n'y a aucun souci. Voilà. Et même ces vins, il paraît que, enfin, moi j'en ai jamais goûté, mais ils reçoivent des médailles. Et vous savez, quand il y a des foires de vin internationales, etc., le vin du Golan, et il gagne pas mal de... Alors Aïssa me demande qu'est-ce qui empêche le Hezbollah d'attaquer le premier. Le problème du Hezbollah, c'est qu'il est au Liban. Donc s'il attaque, Israël détruit le Liban, comme il l'a fait à plusieurs reprises. Voilà, c'est ça le drame. Est-ce que le Hezbollah peut se permettre de... Voilà, parce que, oui, il peut attaquer, mais je vous rappelle qu'en 2006, la dernière guerre entre le Hezbollah et... C'était les soldats israéliens, l'armée... Israël a envoyé son armée au Liban. Alors que là, si le Hezbollah attaque Israël, il en a la possibilité. Mais, vous savez, en 2006,
Israël a détruit les centrales électriques, les ponts, les routes, enfin, les usines. Les sionistes sont des barbares. Voilà. C'est la barbarie totale, c'est les Gengis Khan modernes. Voilà. Et donc, est-ce que le Hezbollah peut se permettre en lançant une offensive contre Israël, de voir le Liban être détruit une énième fois par l'aviation israélienne? Parce que le Liban n'a aucune chance contre l'aviation israélienne. Aucune. Voilà. Et donc, les avions israéliens, ils passent, ils bombardent, ils détruisent. Et ils savent, ils ont déjà ils ont déjà inscrit dans leur plan tous les objectifs à détruire. Et voilà, le Hezbollah ne peut, enfin, je veux dire, ce sont quand même des Libanais. Et les Libanais le reprocheraient beaucoup de provoquer une guerre dans laquelle le Liban serait rasé. Enfin, quasiment rasé, parce que quand les sionistes bombardent, c'est terrible. Non, l'Iran ne peut pas attaquer Israël parce qu'ils n'ont pas de frontières communes. C'est ça le problème. Donc, s'ils avaient une frontière commune, oui. L'Iran a mené une guerre contre l'Irak en envoyant des millions de soldats. Mais là, ils sont à 2000 km, 3000 km. Quelle guerre ils peuvent faire, les Iraniens? Une guerre aérienne? Là, puis il ne faut pas oublier que les sionistes ont des sous-marins nucléaires qui se baladent dans la mer Rouge, au large de l'Iran. Donc, c'est très compliqué. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous propose la chose suivante. Comme je vous ai dit au début, en fonction de l'actualité, je choisirai un sujet en fonction de l'actualité. Donc, il y aura un thème, comme ce soir, et en fonction de vos suggestions. C'est-à-dire, voilà, vous allez m'envoyer des remarques, des sujets que vous voudriez traiter, voire traiter. Et puis, voilà, et puis je prendrai un sujet, et puis voilà, on fera un sujet au fur et à mesure. Bon, écoutez, je vais répondre à Selma quand même, mais si l'Iran combattait aux côtés du Liban, c'est compliqué parce que, voilà, c'est le prétexte idéal que l'Iran donnerait à Israël pour bombarder, enfin, voilà, je vous ai dit que les Israéliens possèdent des sous-marins au Liban, enfin dans la mer Rouge, au large de l'Iran. Donc ça serait l'occasion idéale pour, ce serait le prétexte que donneraient les Iraniens à Israël pour bombarder les positions stratégiques de l'Iran, etc. Voilà, donc si l'Iran ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est qu'il avait ses raisons d'être prudent, et ils ont raison à mon avis, voilà, parce que le rapport de force, s'ils avaient une frontière commune, oui, mais l'Iran ne peut pas envoyer 100 000 hommes au Liban. Enfin, c'est pas faisable, voilà. Bien, donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis donc j'attends vos suggestions, sinon je profiterai je saisirai aussi l'actualité pour aborder un autre sujet, voilà. Comme ça, on prend un sujet et on le traite à fond. Donc voilà, je vous remercie pour votre amitié, votre soutien constant. Donc à très bientôt. Au revoir.